Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de classe, ce sont des conférences, des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par l'APAG pour servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée. Merci beaucoup et puis merci à l'APAG pour l'invitation. Alors je vais vous parler d'un projet qui a été lancé en 1998, qui est parti d'une idée. Alors 1998, pourquoi? Parce que en 1998, c'est l'année de l'édition d'un ouvrage qui fait toujours référence aujourd'hui. On va beaucoup parler de bibliographie aujourd'hui. C'est l'ouvrage d'André Sellier, qui était à la fois ancien déporté résistant au camp de Dora, mais qui était surtout historien, et qui a réalisé une étude magistrale sur l'histoire de ce camp assez particulier dont on va parler pendant cette petite demi-heure. Et puis la présentation à la coupole d'une exposition temporaire qui s'appelait Images de Dora et qui faisait suite à la découverte et à l'exploitation, je vais en parler tout de suite, d'une série d'une trentaine de photographies en couleur prises au mois de juillet 1944 dans cette usine à Dora, où on voit ces déportés. Vous en avez un exemple ici, travailler sur ces éléments de fusée. Alors, 1998, l'idée de départ, c'est on a une meilleure connaissance de l'histoire de ce camp par le travail d'André Sellier, une histoire générale, mais on est toujours incapable de dire combien de déportés de France ont été envoyés dans ce camp, par quel processus, qui ils étaient, pourquoi avaient-ils été arrêtés, combien étaient morts sur place ou morts dans les évacuations, ce qu'ils étaient devenus après la guerre. Et l'idée à ce moment-là, en 98, c'est dans la lignée du Métron, vous savez, le dictionnaire du mouvement ouvrier, c'était de réaliser un dictionnaire biographique dans lequel on écrirait l'histoire la plus complète de ces déportés qu'aujourd'hui on peut estimer à près de 9000. Vous voyez ce travail colossal, parce qu'il s'agissait pas uniquement de se concentrer sur la période de guerre, mais vraiment d'écrire l'histoire la plus complète de ces hommes, de leur naissance jusqu'à leur mort. Dès le départ dans ce projet, et là on rejoint l'idée de ces musées qui vont lancer des projets autour de la mémoire et de l'histoire de ces questions. Ce projet, je vous l'ai pas dit, mais il est lancé à la Coupole. Donc, je pense que vous connaissez la Coupole, peut-être pas. La Coupole, c'est le centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais, qui était un ancien bunker qui devait tirer ses fusées V2, d'où le lien avec le camp de Dora. Et donc, dès le départ, trois objectifs sont lancés avec ce projet. Donc, un projet mémoriel, je vous disais, ce dictionnaire biographique, avec l'idée, pour la première fois, et c'est important pour les familles, pour les descendants, pour les associations de mémoire, de réunir dans un même mémorial ces hommes et quelques femmes qui sont passés par ce camp et qui sont partis de France. Deuxième objectif, qui s'est développé beaucoup plus tard, je dirais depuis quelques années, un objectif pédagogique, avec le développement de projets interdisciplinaires dans différentes académies, notamment l'académie de Caen, à Lyon également, et de participer, de permettre de travailler sur cette histoire dans des projets définis. Alors, pour vous citer par exemple, on travaille avec un collège de Lyon au prix de l'ARM, c'est l'association pour la résistance et la mémoire de la prison Montluc. D'autres types de formations, on aura le plaisir de la proposer cette année grâce à Stéphane Henry et à l'Académie de Lille, une formation à la web radio qui s'intitule Résistance, déportation et récits radiophoniques, où on utilise ce nouveau support pour travailler à ces questions de déportation, de résistance et d'étude de ces archives. Et puis enfin, évidemment, je suis historien, un minimum, un objectif scientifique. Dès le départ, plusieurs problématiques avaient été posées, parce qu'il s'agissait évidemment de collecter le maximum de documents, d'informations sur ces déportés, pour comprendre l'histoire de tout ce groupe, qui a vraiment une destinée, des origines tout à fait
différentes, pour voilà, permettre d'expliquer différentes choses, avoir une meilleure connaissance évidemment de ces hommes, mais aussi de la résistance, de la répression en France, comment ces hommes avaient été arrêtés et pourquoi, et ensuite avoir une meilleure connaissance du fonctionnement du système concentrationnaire, et en particulier du camp de Dora. Comment ces hommes allaient évoluer à l'intérieur de ces camps, au niveau des transferts, de la mortalité, des évacuations, du retour, de la libération, toutes ces questions qu'on pourra analyser avec l'ensemble de ces données qui ont été collectées. Alors, donner rapidement un point sur les sources qui ont été utilisées. Alors, on en a déjà cité, je vais pas redétailler, évidemment les fonds d'Arolsen, qui sont fondamentaux parce qu'on a la chance pour le camp de Dora, de Buchenwald, d'avoir une masse d'archives originales qui a été conservée et qui est exploitable, hein, les listes d'arrivée, les listes de transfert, les listes d'évadés, les listes d'affectation dans les commandos de travail, les listes d'entrée dans le revire. Enfin, on a vraiment une masse très importante qui nous permet de suivre chaque individu, de connaître son parcours à l'intérieur des camps, au moins jusqu'à l'évacuation à la fin de l'histoire du camp. Et une autre source qui n'a malheureusement pas été citée aujourd'hui et qui est aussi à la base de ce projet, que beaucoup des chercheurs qui sont ici connaissent, c'est le fonds du service historique de la défense, et en particulier les archives de camp, dans le Calvados, donc je suis ici, qui conserve ce service, qui conserve les dossiers de pension, non seulement les dossiers de pension des anciens déportés, qui permettent d'avoir des informations très précises sur le parcours de ces personnes, mais également une masse considérable d'archives originales des lieux d'internement en France, des prisons et des camps de concentration en Allemagne, notamment de Buchenwald et de Dora. Voilà pour les sources. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner l'intégralité de ces résultats et de ce qu'on a pu comprendre de ces travaux aujourd'hui. Hein. C'est un projet, je vous dis, le programme de recherche a été vraiment lancé en 2005. Mais dans le cadre de la thématique aujourd'hui, sur les violences nazies, je choisis un des aspects qui me paraissait intéressant dans l'histoire de ce camp, c'est la mortalité. Dès le départ, il y a un constat, c'est que les Français vont plus mourir, entre guillemets, dans ce camp de concentration, dans ce lieu, que dans les autres. Pour donner quelques chiffres, on estime que sur ces 9000 déportés, à peu près 54% vont décéder en déportation, ce qui est un taux à 15 points au-dessus de la moyenne nationale qui est établi pour les déportés, évidemment les déportés politiques et résistants déportés de France, un taux de mortalité établi à environ 40%. Et si on pointe différents commandos, lieux autour de ce camp qui vont être créés, ou si on se porte sur des temps particuliers de l'histoire de ce camp, on peut atteindre un taux de décès à certaines périodes qui atteint 85% pour ces détenus. Alors, dans l'histoire du système concentrationnaire nazi, Dora, c'est le nom de code de ce lieu, qui n'est pas un camp au départ, représente l'exemple le plus poussé de la symbiose entre une usine et un camp de concentration. Mais cette symbiose, elle va naître à la suite d'une période de 6 mois particulièrement meurtrière. Et évidemment, cette histoire, elle est liée aux recherches sur ces fusées et à la création, au montage de ces fusées qui deviennent un enjeu majeur pour le Troisième Reich à partir de la fin 1942, le début 1943. Au départ, Dora est un camp annexe, un commando, on dira, de Buchenwald. C'est-à-dire que le camp de Buchenwald, camp central qui est situé à 80 km de Dunkerque, ici, vous voyez Dora au cœur de l'Allemagne. Dora est un commando, une annexe de Buchenwald. Et Buchenwald, où les convois arrivent, en particulier de France, va servir de réservoir de main-d'œuvre pour envoyer des détenus installer cette usine dans des conditions dramatiques. Et puis, le succès de cette entreprise, entre guillemets, succès, le montage de cette usine qui en effet va produire ces fusées, va ouvrir la voie au développement autour de Dora d'un complexe militaro-industriel de production d'armes de guerre, de projets d'installation d'usines enterrés autour de Dora. Et l'importance donnée à ce site de Dora va conduire à la création, un an après l'ouverture de Dora en août 1943, le 28 octobre 1944, à la création du dernier des grands camps de concentration nazis qui a été créé de l'histoire du Reich, le camp de Mittelbau, qui rassemble cet ensemble militaro-industriel. Donc vous voyez, il
Il y a une histoire très très particulière autour de ce camp. Alors, revenons à cette violence. Je voulais vous évoquer avec vous trois points principaux pour essayer d'analyser cette violence et essayer de l'interpréter, de l'expliquer. D'abord, Dora représente l'archétype d'une violence qui est préméditée et qui est organisée au service de la production d'une arme de guerre. Un rappel historique très très bref. Vous connaissez certainement l'histoire. Ces fusées V2 ont été mises au point dans les années 30 par des ingénieurs qui travaillent sur la Baltique à Peenemünde, dans un centre de recherche ultramoderne qui a été installé à l'abri, évidemment sécurisé, à l'abri des regards dans les années 30. Programme qui est dirigé par Bernhard von Braun. Et le projet de départ des Allemands est d'organiser la production de ces fusées à Peenemünde même. Et dès le printemps 1943, on envoie des déportés, notamment 400 déportés français transférés de Buchenwald, pour aller être affectés au montage de ces fusées à Peenemünde. Et puis le tournant intervient le 17 août 1943, quand la RAF vient bombarder le site de Peenemünde et détruit une partie des installations de montage. Ce bombardement va avoir une conséquence importante. La SS va décider qu'il faut trouver un site protégé pour pouvoir assembler ces fusées, protéger des bombardements, et puis, du fait du caractère très secret évidemment qui entoure cette production et cette arme, on va décider que la production ne sera confiée, que la main-d'œuvre qui sera affectée à la production de cette fusée sera essentielle, uniquement concentrationnaire. Alors, vous me direz, dans l'histoire du système concentrationnaire, des exemples depuis 1942, enfin, d'utilisation de main-d'œuvre concentrationnaire pour produire de l'armement, c'est un basculement qui s'est fait à la fin de l'année 1942, et c'est une pratique qui se généralise et qui va se développer jusqu'à la fin de la guerre. Mais il y a quand même une particularité. C'est que dans les exemples qui ont été mis en place à cette période, on observe un petit peu toujours le même phénomène. C'est-à-dire que vous avez souvent une usine qui existe déjà, et le camp de concentration va, si l'usine est à proximité du camp, les détenus vont aller directement travailler, revenir le soir au camp de concentration et disposent de baraquements pour être installés. Si l'usine est à une distance assez éloignée du camp de concentration, on va envoyer un premier groupe de détenus, souvent 100 détenus, qui vont être affectés au montage d'un camp de baraque, d'un mirador, d'une clôture pour entourer, et ensuite un certain nombre de détenus va être envoyé pour affecter au travail. Dora, on n'a pas le même processus. C'est-à-dire que Hans Kammler, qui est ingénieur et qui arrive d'Auschwitz et qui a été chargé d'installer les usines de mort d'Auschwitz, a été envoyé à Dora. Il va donner la priorité à l'installation de cette usine. C'est-à-dire que le 28 août 1943, quand on va envoyer le premier commando de 100 détenus à Dora, donc Dora c'est un tunnel, hein, vous avez l'entrée ici de ce tunnel, c'est un tunnel désaffecté qui avait été creusé, enfin 2 tunnels parallèles de 2 km qui avaient été creusés avant la guerre, dans lequel il n'y a rien, si ce n'est des réservoirs de carburant qu'il faudra sortir à l'homme. Il n'y a aucune installation pour héberger les détenus qui vont être envoyés. Vous allez avoir très très vite, dès le mois de septembre, 3000 hommes qui vont être envoyés à l'intérieur de ces galeries. Vous voyez l'étendue de ces tunnels, hein. Les 2 tunnels parallèles font 2 km de long, vous imaginez, et une quarantaine de galeries transversales dans lesquelles il va falloir installer l'usine la plus moderne qui n'ait jamais été construite de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et toute cette partie que vous avez en rose, numérotée 2 sur le schéma, c'est cette partie qui va être affectée à l'hébergement des détenus, avec un effectif qui va atteindre les 12 000 hommes à partir du début 1944. Donc pendant cette période, ces 12 000 hommes vont être de manière perpétuelle à l'intérieur de ces tunnels, avec des sorties qui sont très très rares pour des désinfections ou de manière très très rare. Ils ne vont pas voir le jour pendant 6 mois, ils vont être affectés à un chantier qui est en perpétuel mouvement, avec des explosions et un travail qui continue. Ces conditions vont évidemment avoir un effet dramatique, et en particulier sur la mortalité. Cette période qui va du début septembre 1943 jusqu'au mois de mai 1944, on l'a qualifié d'enfer de Dora, parce que on estime, c'est pas on estime, avec les archives on peut l'établir, ce sont 3000 hommes qui vont mourir sur place du fait de ces conditions de détention, de travail forcé et de violence aussi violence permanente.
Alors, vous avez ici des représentations de dessins, alors soit faits après la guerre de René Souquet, qui montre, qui vous montre le montage de ces chalis à l'intérieur de ces galeries, et puis des images aussi de la mortalité de l'enfer de Dora quand on déplace les corps, les dessins de Léon Delarbre, qui sont évidemment des sources intéressantes pour montrer cette violence. Vous avez ici une page du registre des morts pour vous montrer aussi cette mortalité. Je vous ai montré la page qui correspond au 12 décembre. Le 12 décembre, on a 37 morts. Il faut savoir que, en moyenne, sur toute cette période de 6 mois, ce sont 20 à 30 hommes qui meurent tous les jours dans ce camp. Mais au-delà de cette mortalité, qui est déjà très impressionnante et qui montre cette violence, cette situation dans le camp va produire aussi une masse importante de détenus qui sont incapables de travailler. Vous savez, dans certains camps, y compris des camps de concentration, les SS vont installer des chambres à gaz pour se débarrasser des hommes ou des femmes qui ne peuvent pas travailler. À Dora, il n'y a pas de chambre à gaz. Ça va inciter les SS, l'organisation du camp, à imaginer, organiser et prévoir une politique, ce qu'on va appeler une politique de gestion des inaptes au travail ou des invalides. Et pendant le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars 1944, pour se débarrasser des hommes qui ne peuvent pas travailler, on va organiser, mettre en place ce qu'on appelle des convois d'extermination de malades. Dans les deux premiers, 15 janvier 44, 6 février 1944, 1000 hommes à chaque fois, c'est-à-dire qu'on organise une sélection à l'infirmerie, au revire, qui est à l'intérieur du tunnel. On va dans les tunnels chercher les hommes qui ne peuvent plus travailler, qui sont mourants dans les galeries, et on les met dans des convois de 1000 hommes, et on les envoie dans des camps mouroirs. Alors les deux premiers vont aller à Lublin-Majdanek, et le troisième, le 27 mars 1944, est dirigé vers le camp de Bergen-Belsen, parce que dans l'organisation du système concentrationnaire, Bergen-Belsen a été choisi à ce moment-là pour être le camp de destination de ces convois mouroirs. Donc en fait, aux 3000 morts de Dora de cette période, il faut ajouter quasiment 3000 morts dans ces convois de malades, parce que environ 3% de ces hommes transférés dans ces 3 convois de malades reviendront en 1945. Vous voyez le taux de mortalité impressionnant. Alors la particularité de Dora aussi, c'est que la responsabilité dans ces crimes et dans cette production de la mort, je dirais, pour produire cette arme de guerre, elle est bien entendu le fait de la SS, le fait des industriels qui vont participer et contribuer à l'installation de cette usine de guerre, mais aussi intervient le rôle de ces scientifiques qui sont à Peenemünde, mais qui ne sont pas des scientifiques qui vont rester dans leur bureau d'études à Peenemünde. Ces gens vont venir à Dora. Werner von Braun, on a la preuve en archives que Werner von Braun vient en septembre et en octobre 43 à Dora pour constater l'avancement des travaux à l'intérieur des galeries. Arthur Rudolph était chargé à Peenemünde justement de l'organisation de la production. C'est lui qui est invité par la SS à aller visiter le commando Heinkel à Sachsenhausen, premier camp usine où on emploie des détenus dans cette usine pour fabriquer des avions, des pièces d'avion. C'est lui qui va mettre en place cette organisation aussi à Dora et l'utilisation de ces détenus pour fabriquer la fusée qui a été mise au point par ces ingénieurs. Vous connaissez l'histoire de ces ingénieurs qui seront récupérés par les Américains après la guerre, blanchis et emmenés pour mettre au point les projets d'après-guerre. Alors, très rapidement, après l'enfer de Dora, une fois que l'usine commence à produire des fusées, je vous disais c'est un succès pour la SS parce que oui, à partir de janvier 1944, on monte les premières fusées. Et à ce moment-là, la SS, Kammler, va enfin donner l'autorisation d'installer, de construire, donc là encore par des détenus, un camp tout neuf à l'extérieur, fait de baraquements dans lesquels, cette fois, les détenus vont pouvoir être hébergés pendant les périodes d'échange avec le travail. Mais il y a aussi une volonté évidemment stratégique, c'est que en libérant la partie qui était occupée par les détenus à l'intérieur des tunnels, on va installer l'usine de production des V1, l'autre arme. Donc voilà ce que je peux vous dire. Voilà quelques photos. Je vous parlais tout à l'heure du reportage photographique. Là encore, ça rejoint ce que disait Tal sur l'album d'Auschwitz. Cette trentaine de photos, elles montrent une réalité qu'il faut évidemment décortiquer et analyser. Il n'y a jamais de violence sur ces photos, jamais de SS, jamais de capot. On voit des détenus plutôt en bonne santé, qui font semblant de travailler parce que là, le photographe Walter Frenz a demandé à ces gens de tenir la pose. Et puis l'objectif, il est clair, c'est vraiment de montrer aux SS, à Himmler, que
l'usine elle fonctionne et on produit enfin ces détenus, et que en effet ce ne sont pas des jeunes Allemands qui travaillent, mais ce sont des déportés, et des déportés qui se tiennent bien et qui font le boulot pour la SS, et que ça se passe très bien. Alors je vous le disais, voilà, à l'été 1944, Dora va être au cœur et au centre d'un gigantesque complexe militaro-industriel qui va, du fait de ce succès, inciter Kammler et la SS. D'abord, on va créer un état-major spécial de production aéronautique, mais aussi pour la production d'essence synthétique, hein, qui sont des éléments évidemment fondamentaux pour le Reich. Il faut enterrer ces usines pour les protéger des bombardements. Et donc, vous avez une quarantaine de camps annexes, de commandos, dans lesquels on va envoyer des nouveaux arrivants, de nouveaux détenus, et qui seront dans des conditions encore plus dramatiques. Je vous parlais d'Elrich tout à l'heure. Elrich est un camp qui est créé dans une ancienne plâtrerie, des bâtiments désaffectés sans toit. On va loger 8000 détenus dans ces bâtiments avec une seule latrine, pas d'eau, pas de douche, et les conditions seront dramatiques pendant la dernière année de la guerre, où près de la moitié des détenus envoyés dans ce camp vont décéder. Alors, dernière forme de violence que je voulais aborder avec vous, c'est une violence un petit peu particulière, vous allez voir, parce que ce n'est pas une violence physique qui va conduire à la mort des individus, mais c'était aussi pour vous montrer les questions sur lesquelles on travaille, et on a parlé aujourd'hui, on a évoqué les matricules, la déshumanisation et la gestion aussi de ces détenus. Je vous parlais de cette gestion des détenus que les SS considèrent invalides ou inaptes au travail. Il y a une autre forme de gestion qui va être installée, notamment à Dora, mais évidemment dans l'ensemble du système concentrationnaire. Je pense au procédé mécanographique qui avait été créé par Hermann Hollerith et qui va être introduit dans les camps. Je vous renvoie au livre d'Edwin Black qui s'appelle IBM et l'Holocauste, qui a été publié en 2001 et qui a été en 2001 largement décrié par toute la communauté historienne, qui a dit que ce procédé n'avait jamais été utilisé dans les camps de concentration, que ça n'avait pas été mis au point, on avait fait des essais. Or, les dernières recherches sur le fonctionnement du système concentrationnaire et en particulier sur les archives de base, justement, quand on revient à l'individu, au parcours des individus et aux archives, je dirais, vraiment du fonctionnement concret du système du camp, à l'intérieur du camp, voire dans les sous-camps, dans les commandos, nous montre qu'en fait ce système a bien été appliqué. Alors, très rapidement, parce que je ne peux pas vous expliquer l'ensemble de ce système, mais en gros, c'est un système de codage quasiment informatique, hein, qui utilise un système de fiches perforées avec un codage pour différentes informations. Un codage de la nationalité, un codage des origines, évidemment, géographique, un codage de la catégorie répressive, et puis évidemment, un codage aussi des professions. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre une centralisation des informations sur chaque détenu qui est à l'intérieur de chaque camp de concentration, de chaque commando, et qu'à Berlin, dans un bureau spécial, on puisse savoir à n'importe quel moment qui fait quoi, à quel moment et où est un tel individu. Ça veut dire que cette centralisation, elle va permettre de répondre à des objectifs précis à un moment donné. Ça peut être des objectifs répressifs, retrouver un individu qui est recherché par la Gestapo dans les camps. Avec ce système répressif, il continue à fonctionner, hein, le système policier continue à fonctionner dans les camps une fois que le détenu il est à l'intérieur du système. Ça peut être évidemment un besoin économique, parce que à un moment donné, on a besoin à tel endroit de menuisier, de charpentier, de chaudronnier. On va savoir très rapidement identifier à tel endroit un individu. Alors, je voudrais pointer sur un cas qui est très particulier, mais qui vous montre cette logique et comment est-ce que cette logique elle va être utilisée. Ça c'est riche. Je vous donne un exemple qui vous montre l'intérêt pour la SS d'utiliser ce processus. À Dora, quand Dora est devenu Mittelbau, ce dernier des camps, des grands camps créés, qui se dote, comme tous les camps, de tout l'appareil que l'on retrouve dans les grands camps de concentration, hein, que ce soit le revire, l'administration, le bordel, tout ce que vous voulez. Il y a un bureau Hollerith, hein, de cette procédure qui est créé et qui appartient au camp de Dora, qui est installé à Erfurt, à proximité. Et le médecin SS le commandant SS médecin qui est responsable de l'infirmerie du revire à Dora, dans le camp de Dora, à partir de la fin de 1944, il va avoir un objectif, c'est de faire un espèce d'hôpital modèle dans ce camp de concentration,
Il y a 6 baraquements à Dora qui sont consacrés aux revires, à proximité du crématoire. Et ce médecin SS, il veut faire de ce camp un laboratoire modèle d'études, de recherche. Donc on crée un laboratoire d'analyse, c'est-à-dire qu'on choisit des détenus qui sont des vétérinaires, des médecins, qu'on envoie dans ces blocs et qu'on va affecter à des travaux d'analyse, de décès, de maladies, dans ces baraquements. Et au mois de janvier 1945, la SS décide qu'il faut envoyer un pathologiste à Dora qui puisse établir les actes de décès des détenus. Eh bien, on va mettre en place cette procédure holérique et on va aller chercher dans ce fichier mécanographique un pathologiste dans un camp. Et on va aller chercher un monsieur qui s'appelle Jean Durand, qui est un médecin français qui avait été déporté à l'été 44 vers le camp de Mauthausen. Et on va aller chercher ce monsieur, on est en février 1945, un SS va aller chercher à Mauthausen Jean Durand, et on va le ramener tout seul, il prend le train avec son SS, il raconte, il est rentré, il raconte cet épisode, on va aller le chercher à Mauthausen, et on le fait arriver en février 1945 à Dora, et on l'affecte au service pathologie de cette infirmerie de Dora. Alors voilà, c'était pour vous montrer cet aspect de cette violence qui n'est pas une violence physique, mais de cette volonté aussi à la fois de déshumaniser, l'ensemble des personnes qui étaient à l'intérieur de ce système concentrationnaire, mais toujours avec une volonté très exacerbée, on le voit avec ce système de contrôle, d'identification, de tout savoir. On a souvent une image très floue du système concentrationnaire. On a l'impression qu'une fois que les gens sont rentrés dans un camp, ils sont voués à disparaître, et puis on s'en occupe pas trop, on les fait travailler jusqu'à la mort, et puis on s'en occupe pas trop. Mais il y a toujours derrière cette volonté de connaître, de suivre. Et je trouve que cet exemple sur l'application de ce procédé holérique, donc qui vise à l'identification et puis surtout au stockage de données individuelles, on inscrit sur ces dossiers, on donne des codes à tout, je vous le disais, à la nationalité, à la profession, à l'âge, à la situation de famille, évidemment à la religion, en système nazi. Et ça nous renvoie à des questions très actuelles qui peuvent vous servir, je pense, dans vos cours. C'est la question justement de la collecte des données individuelles et de ce que l'on peut faire et ce que peut faire un régime comme le nazisme avec des données collectées comme celle-ci. Je vous remercie. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.